Hello à tous, c'est Mathilde de la Tanière des Freelances. Je suis ravie de vous retrouver pour la partie 2 de ma FAQ. On va commencer tout de suite sans plus attendre. Je reprends mon portable avec mes petites notes et puis vos questions. On va du coup parler plutôt dans cette vidéo de ma façon de facturer, comment je facture mes clients actuellement, comment mon CA a évolué, est-ce que je suis stable financièrement, etc. On va commencer par la première question, donc comment je facture actuellement. Donc pour vous répondre, il faut que je vous remette dans le contexte. Donc je suis rédactrice web et content manager, donc en fait j'ai deux modes de facturation. Quand je fais de la rédaction web, de la rédaction de contenu web, je facture généralement au mot pour la simple et bonne raison que finalement mes clients en fait me demandent à chaque fois de leur proposer un tarif au mot. Donc je me suis pas vraiment posé la question et du coup quand je réfléchis à mon tarif, parce que du coup j'ai pas de tarif en fait forcément prédéfini, j'essaie vraiment de faire quelque chose de personnalisé en fonction de la mission, de la complexité de la thématique que j'ai à traiter, des prestations exactement en fait qui sont demandées. Est-ce que je dois faire uniquement de la rédaction? Est-ce que je dois également rédiger des balises? Est-ce que je dois chercher des illustrations? Est-ce que je dois faire du maillage, etc., etc. Du coup, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand je définis mon tarif au mot pour mes prestations en rédaction web. Ensuite, pour tout ce qui va être content management, gestion des équipes de rédacteurs, création d'une stratégie de contenu ou de planning éditoriaux, là, je fonctionne avec un tarif au forfait. Et mon tarif au forfait, finalement, il découle d'un tarif horaire, c'est-à-dire du fameux TJM que j'ai défini en amont, bien sûr. Et puis, je me dis, voilà, combien de temps il me faut pour réaliser telle prestation. Et puis, je multiplie le nombre d'heures par mon taux horaire et ça me donne finalement mon forfait. Donc ça, c'est pour la manière que j'ai de facturer. On m'a également posé la question de savoir est-ce que mes tarifs ont augmenté depuis que j'ai commencé mon activité. Ah bah oui, clairement, heureusement qu'ils ont augmenté parce que quand j'ai débuté, mis à part mon premier client qui me payait très bien, après j'étais en contact avec des gens qui me payaient 5 ou 6 centimes le mot pour rédiger des contenus de très haute qualité. J'ai rapidement mis un terme à ces contrats-là parce que je me suis aperçue que ça valait pas le coup, hein. Clairement, je m'épuisais à rédiger du contenu qualitatif, etc. Ils avaient jamais aucun retour à me faire. Et voilà, ils me payaient une misère. Donc ça a duré un temps. Et en fait, j'ai vite switché. J'ai vite compris qu'il fallait que je me positionne rapidement sur des tarifs, j'allais dire plus haut que la moyenne en fait. Et là, c'est très focus sur la rédaction parce que c'est mon métier. Mais dans mon secteur d'activité, il y a vraiment de tout, mais il y a surtout souvent des bas tarifs quand on débute. Et moi, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, mis à part, je vous dis, c'est deux missions très spécifiques. Mais très rapidement, j'ai monté en compétences en fait. Je me suis formée sur plein de sujets différents pour pouvoir être légitime et proposer un tarif plus élevé. Et puis également, quand j'ai compris que je faisais du bon travail, et ça je l'ai compris rapidement avec les retours clients, je me suis dit ok, faut clairement pas que je me brade. C'est un travail qui est chronophage, qui est énergivore, et qui est à forte valeur ajoutée pour mes clients, donc il faut que je puisse proposer un tarif qui me permette de vivre, qui soit en accord avec leur budget et surtout pour lequel j'ai envie en fait de travailler. Donc oui, clairement mes tarifs ont augmenté et aujourd'hui, je n'accepte plus rien en dessous de, pour vous donner un exemple, en dessous de 150 € un contenu de 1000 mots. Alors bien sûr, j'ai encore quelques clients qui sont légèrement en dessous de ce tarif-là. Ce sont des clients historiques. Donc c'est une autre manière de faire pour augmenter ces tarifs. Mais pour les nouveaux entrants, je dirais, pour les nouveaux clients qui pourraient rentrer, ça c'est mon tarif, c'est 150 € un contenu.
Donc voilà, après, si les clients ne comprennent pas mon tarif, si je vois qu'il y a vraiment un échange possible, j'essaie de leur expliquer un peu la valeur ajoutée que ça peut leur apporter. Mais je pousse pas le truc. J'essaie pas vraiment d'éduquer les clients probablement parce que j'ai pas besoin d'en avoir de nouveaux. Donc mon discours est assez facile à ce niveau-là. Mais j'ai pas envie de me faire chier, hein, je vais le dire très clairement, j'ai pas envie de me faire chier avec des gens qui comprennent pas pourquoi je leur dis bah voilà, tel contenu ça peut valoir entre 120 et 200 euros. S'ils comprennent pas ça, ben tant pis, j'ai pas envie de perdre mon temps à leur expliquer forcément. Voilà, donc c'est un peu, j'ai un avis un peu tranché là-dessus. Peut-être qu'un jour, voilà, ça sera plus d'actualité. Peut-être que je reverrai mes positions au moment où j'aurai besoin de prospecter, mais je suis pas forcément sûre parce que ça fait 3 ans que j'écris, je suis vraiment montée en compétences, j'ai développé plein d'autres types de prestations. Je fais beaucoup de stratégies également, donc j'ai vraiment une vision globale d'un projet éditorial. Donc voilà, mes tarifs ne baisseront pas. Ensuite, on m'a posé la question très précise de comment a évolué ton chiffre d'affaires depuis 3 ans. Alors du coup là j'ai devant moi les notes parce que je suis retournée voir dans mon logiciel de comptabilité et de facturation pour vous sortir les chiffres très précis. Donc pour 2017, je me suis lancée, voilà, pour rappel, je me suis lancée le 3 novembre 2017. Donc entre le 3 novembre 2017 et le 31 décembre 2017, j'ai fait 1225 euros. Donc forcément un tout petit CA, vu qu'en plus de ça, je travaillais qu'avec un seul client. En 2018, j'ai fait un chiffre d'affaires de 13 900 euros. En 2019, c'est là que ça commence à être intéressant. Donc 2019, année où je développe vraiment mon portefeuille client. J'ai fait du coup 20 805 euros précisément de chiffre d'affaires. Donc en gros, ça équivaut à plus 50% par rapport à 2018. Et en 2020, donc bon, l'année n'est pas terminée, mais on est quand même en novembre, j'ai un prévisionnel entre 42 000 et 43 000 euros. Donc en gros, j'ai explosé mon chiffre d'affaires clairement entre 2020 et 2019. J'ai doublé mon CA. Alors ça s'explique pour la simple et bonne raison, c'est qu'entre 2019 et 2020, j'ai rentré de nouveaux clients en fait qui me payent mieux. J'ai augmenté mes tarifs et j'ai enlevé des clients qui me payaient moins bien et je les ai remplacés par des clients qui me payent voilà, au tarif que je leur demande sans, j'allais dire sans sourciller. En fait, c'est pas... voilà, je vous le dis très franchement, je travaille avec des gens voilà, pour qui ça ne pose pas de problème de me payer 200 euros l'article ou 150 euros la page web parce que ben, oui, le travail est de qualité et puis derrière, je leur apporte des ventes de produits ou de prestations de services. Donc voilà, il n'y a aucun problème pour ça. J'arrive largement à faire comprendre en fait mes tarifs. Oui, ce que je me suis noté bien sûr en petite note, c'est que, et je le dis surtout pour les débutants, voilà, qui pourraient être un peu impressionnés par le chiffre d'affaires de 2020. Déjà de 1, c'est beaucoup de travail, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et puis surtout, c'est du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que j'ai gagné 42 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas 42 000 euros qui vont aller dans mon portefeuille. Bien sûr, il y a toutes les charges. Il faut enlever donc du coup les charges professionnelles et puis donc tout ce qui est cotisation sociale, les impôts, tout ce qui est les formations également que je me suis payée tout au long de l'année. Également l'abonnement à certains outils, l'achat de matériel informatique, etc., etc. Pour résumer, chiffre d'affaires n'est pas égal à rémunération, bien évidemment. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse en fait de suivre l'évolution de mon chiffre d'affaires, sachez que tous les mois sur Instagram, donc l'Instagram La Tanière des Freelances, je vous le mets juste là, je vous propose en fait mes bilans en fait de fin de mois, donc bilan émotionnel et bilan financier.
Et du coup, je vous détaille exactement mon chiffre d'affaires, ce que je me verse comme rémunération et également mes dépenses. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu es stable financièrement? Oui, clairement, j'ai vraiment trouvé une stabilité financière en 2020. Donc en fait, comme je vous le disais, cette stabilité financière, j'ai pu l'avoir parce que j'ai augmenté mes tarifs et parce que j'ai changé de client. Donc du coup, aujourd'hui, je tourne entre 5 et 9 clients par mois. Voilà, en fonction des mois, ça varie. Donc mon chiffre d'affaires, disons depuis janvier, varie entre 3500 et 5500 en moyenne, euros bien sûr. Et du coup, c'est hyper important d'avoir une stabilité financière au bout d'un moment parce que sans ça, j'aurais pas pu développer en fait d'autres projets. Et clairement, le projet de la tanière des freelances qui me tient vraiment à cœur, et c'est à ça que ça sert finalement d'avoir une stabilité financière, c'est aussi déjà être plus serein, bien évidemment, au quotidien, à mieux vivre, à développer des projets personnels, je sais pas moi, comme acheter une voiture, acheter une maison, que sais-je encore, mais également à développer d'autres projets professionnels en fait à côté. Alors, on m'a également posé la question intéressante et qui me fait rire, est-ce que tu retournerais au salariat? Alors, en fait, je pourrais pas y retourner parce que j'ai pas fait cette expérience de salariat en fait. Comme je vous expliquais dans la partie 1 de la FAQ, je me suis lancée juste après avoir obtenu mon master. J'ai jamais travaillé après mon master dans une agence ou au sein d'une entreprise pour faire de la communication, de la rédaction, etc. Je me suis tout de suite lancée en freelance. Après, si je prends un peu de recul et que je me dis, est-ce que je pourrais changer de statut, donc passer finalement du statut de freelance à celui de salarié, j'ai envie de vous dire, je ne crois pas que je pourrais le faire. Parce que je suis quelqu'un de très indépendante, je suis quelqu'un d'un peu sauvage, d'un peu méfiante. J'ai un peu de mal avec la hiérarchie. Alors bien sûr, je respecte les règles, disons, mais moi j'aime ma liberté en fait. Le freelancing pour moi c'est toute ma vie depuis 3 ans. C'est quelque chose qui me passionne réellement, ça m'anime au quotidien. Évidemment, si mon entreprise se casse la gueule, que j'ai plus de clients, que j'y arrive plus, bref, voilà. Et j'aurais besoin de manger comme tout le monde, de payer mes factures. On m'a également posé la question de savoir est-ce que j'allais rester dans le statut en fait micro-entreprise. Est-ce que j'avais pas envie de changer de statut? Alors c'est intéressant que vous me posiez cette question-là parce que c'est en fait avec l'évolution de mon chiffre d'affaires sur 2020, évidemment c'est une question que je me pose dans le sens où là il y a quelques semaines en fait, il y a quelques jours plutôt, je me suis aperçue que voilà, j'allais dépasser le seuil de TVA et du coup à partir du mois de novembre, donc 2020, je vais devoir appliquer la TVA à mes clients et donc forcément avec un chiffre d'affaires finalement qui augmente, au bout d'un moment je suis obligée de me poser la question parce que le statut micro-entrepreneur, c'est vraiment un super statut pour commencer, pour tester son activité finalement sans grand risque. Mais au bout d'un moment, on est un peu stoppé dans son élan, déjà parce qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires à pas dépasser qui est de 72 500, donc j'en suis encore, j'ai encore 30 000 euros de marge, mais c'est surtout, le problème en fait se situe que on ne peut pas finalement déduire ses charges. Et moi, comme je vous disais, pour évoluer, pour faire d'autres projets, j'ai besoin en fait d'investir et de dépenser. Ça, c'est tout à fait normal en fait dans une entreprise. Si on veut se développer, on est obligé d'investir. D'investir dans des outils, d'investir dans des abonnements, d'investir dans de la sous-traitance également, d'investir pourquoi pas dans des locaux, dans des bureaux. Et le problème, c'est qu'avec le statut de micro-entreprise, on ne peut pas déduire ses frais. Donc ça pose problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais forcément, je suis en train de me demander si ça ne serait pas plus optimisé pour moi de passer à un autre statut juridique. Donc
C'est un projet voilà, qui va peut-être se faire pour 2021. Il faut le réfléchir, le penser avec un comptable probablement. Et enfin, on m'a posé une question voilà, qui m'a fait beaucoup rire, c'est quels sont tes 3 objectifs business d'ici 10 ans? Alors là, franchement, j'y ai réfléchi. Et je sais pas en fait, je sais pas à quoi vous répondre parce que 10 ans ça me paraît bien trop loin, voilà, ça me paraît bien trop loin. 2020 était pour moi une année charnière dans mon activité, ça, voilà, mon chiffre d'affaires a explosé comme je l'ai déjà dit, j'ai développé ce projet de la tanière des freelances en fait, qui était dans ma tête depuis 3 ans, en fait, depuis que j'ai commencé mon activité de freelance. Et ça s'est concrétisé cette année. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées. Je suis passée par beaucoup de phases émotionnelles notamment. Voilà. Peut-être que d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, de vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu cette année 2020. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je pourrais préparer ça si ça vous intéresse. Mais pour revenir à la question, du coup je me suis dit, bon, allez, quels sont mes 2 objectifs d'ici 5 ans plutôt, je dirais. Et j'en ai noté 2. Je me suis dit que j'aurais peut-être envie quand même de monter une agence éditoriale. Voilà, ça c'est un projet qui m'a traversé l'esprit déjà depuis, je dirais, depuis 2019. Voilà. J'ai un peu laissé ça de côté en 2020 parce que j'étais prise par autre chose. Mais je crois que j'aimerais bien monter ma propre structure finalement. Après, je suis pas sûre de vouloir le faire toute seule. Voilà. C'est assez étonnant parce que je suis parfois un peu solitaire, mais je crois que si j'ai envie de monter une agence édito, j'ai envie de le faire avec au moins quelqu'un d'autre, au moins une personne supplémentaire. Je crois que ça pourrait être un énorme challenge et voilà, si vous ne le savez pas, ce sont les challenges qui m'animent au quotidien, donc clairement je pense que ça pourrait être chouette. Et le deuxième projet, finalement, quand je pense à ça, il y a dans 5 ans en fait, quand je me dis voilà, où est-ce que je voudrais être dans 5 ans au niveau professionnel, eh bien je voudrais que la tanière des freelances soit un truc de fou. Je voudrais en fait que ça ait pris de l'ampleur, qu'il y ait une grande communauté, que le blog soit plein de ressources, que je fasse plein de vidéos YouTube, que je vous propose un contenu avec beaucoup de valeur ajoutée et clairement en fait que j'aille plus loin que ça et que je vous propose un accompagnement pour les voilà, que je propose un accompagnement finalement pour les freelances débutants. Je sais pas sous quelle forme. Je n'ai pas vraiment posé tout ça dans ma tête parce que c'est encore trop précipité pour vraiment y penser. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que la première partie de la FAQ donc, est déjà sortie. C'est la première vidéo de ma chaîne, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!